ça, c'est une molécule dans un micro-machin. Les 50%, c'est là où je suis franc, je crois, n'étaient le résultat d'aucune étude d'impact. Mais dans l'opposition, c'est déjà difficile de faire des études et au gouvernement, peut-être plus facilement, encore que, sans tomber dans la polémique, quand Emmanuel Macron, il en avait bien le droit, annonce la retraite à 65 ans, il a fait d'études d'impact. Et depuis octobre 2022, nous avons le plaisir de pouvoir écouter successivement des auditions dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire visant à déterminer les raisons de la perte d'indépendance et de souveraineté énergétique de la France. Je n'ai pas pu m'empêcher de bondir face à certaines affirmations qui ont pu être partagées sous serment. C'est pour ça que ce rapport, moi, il ne m'est pas parvenu en l'état. Hein, si. Alors, comme je voudrais dire la vérité, je ne veux pas me tromper. Ça mérite qu'on revienne dessus et qu'on éclaire certains des propos. On ne peut pas laisser passer ce genre d'affirmations, surtout dans ce cadre-là, aussi visionné, aussi important. L'axe central de votre commission, c'est de rechercher les raisons pour lesquelles il y a une perte d'indépendance, de souveraineté et d'indépendance de la France. Donc c'est ça qui vous guide et c'est à ça que je dois répondre. Le fait que nous ayons arrêté Superphénix n'a en rien privé la France d'une portion de sa souveraineté ou d'une portion de son indépendance. En rien. Monsieur Jospin ne maîtrise visiblement pas ce qu'est la technologie des réacteurs surgénérateurs de 4e génération. Que ce soit sur l'économie de combustible, que ce soit sur la pérennité de l'approvisionnement, que ce soit sur la sûreté des réacteurs, sur plein d'aspects, ce type de technologie nous garantit un approvisionnement énergétique stable, soutenable et commode à travers le temps. Et donc, contrairement à ce que affirme de façon si assurée M. Jospin, la fermeture de Superphénix et l'arrêt de toute ambition sur les réacteurs surgénérateurs de 4e génération nous privent d'une forme de souveraineté énergétique pour la France. Superphénix, comme je vous l'ai dit, j'ai cité quand même la position de nos partenaires européens d'une part, mais aussi, donc, je vous remettrai, si vous voulez, la liste des pannes, hein. Voilà. Voilà visiblement une ministre qui n'a pas compris le principe d'un démonstrateur industriel. Un démonstrateur industriel, c'est fait pour avoir des problèmes, pour justement éviter de les avoir sur les réacteurs qui arriveraient en série plus tard. Et par ailleurs, les problèmes véritablement techniques n'ont eu lieu que les 4 premières années après le démarrage officiel de Superphénix. Et bien que Superphénix soit prêt à redémarrer dès 1990, il faudra attendre 1994 pour des raisons purement administratives et politiques avant qu'il ne puisse véritablement reproduire de l'électricité. Et la dernière année de fonctionnement du réacteur, en 1996, il aura même un taux de disponibilité de 95% avant d'être arrêté définitivement en 1997. On est dans un pays où le débat est jamais objectivé, avec des termes clairs. On confond énergie et électricité, production et consommation primaire avec consommation finale. Et donc, des gens conscients du fait que pour ce qui concerne l'électricité, tout particulièrement le nucléaire en particulier, il faut produire 3 kWh dans une centrale pour en amener une seule au consommateur, parce que la centrale elle-même en consomme un, le transport en consomme un, et puis à l'arrivée, il n'en reste qu'un. Le ministre de l'Environnement et de l'Énergie à l'époque, qui ne sait pas ce qu'est un rendement, ça devient quand même très inquiétant à ce niveau-là. Comme toutes les centrales thermiques, que ce soit au gaz, au charbon, au pétrole ou nucléaire, on a un rendement à peu près d'un tiers. Ça, c'est la thermohydraulique qui nous le dit. On va produire en fait une certaine quantité de chaleur, et il n'y a qu'un tiers de l'énergie contenue dans cette chaleur qui va se transformer en électricité. Le reste peut être réutilisé par cogénération. C'est pour ça que parfois on appelle ça les centrales à cogénération. Donc ça peut faire augmenter le rendement global parce qu'on valorise une part de l'énergie, ou dans le cas des centrales nucléaires parce qu'on ne fait pas de cogénération, on relance ça dans l'environnement. Non, on ne perd pas un tiers de la production d'électricité dans les lignes électriques. Et même si c'était le cas, ce n'est pas spécifique au nucléaire. La production d'électricité éolienne passe aussi par les lignes électriques, donc on perdrait aussi un tiers. La cohérence n'est pas du tout au rendez-vous. Je pense que c'est important aussi de plafonner le nucléaire, qu'il n'y ait pas une fuite en avant vers le nucléaire. Pourquoi ? Parce que le nouveau nucléaire va être beaucoup plus cher.
le nouveau nucléaire est beaucoup plus cher. C'est pas totalement vrai. Selon la Cour des comptes, l'électricité produite à partir du nucléaire actuel est à peu près, au coût de production, à 60 € le mégawattheure. Le nucléaire prolongé, c'est-à-dire le nucléaire amorti qui va être rallongé avec le grand carénage au-delà de 40 ans. Selon l'Agence internationale de l'énergie, on est à 30 € le mégawattheure. Selon la Cour des comptes, on est plutôt à 80 € le mégawattheure. C'est ce qu'elle appelle le nouveau nucléaire, l'EPR ou le PR2. On est entre 40 € le mégawattheure et 60 € le mégawattheure selon l'Agence internationale de l'énergie. Ça, c'est tout réacteur de 3e génération confondu dans le monde. Et pour l'EPR de Flamanville, on est plutôt entre 110 et 120 € le mégawattheure. Entre 80 € le mégawattheure aujourd'hui et 110 € le mégawattheure pour Flamanville, qui a eu, je rappelle, quand même beaucoup de retard, un supplément de coûts extraordinaire, on n'est pas sur des gaps extrêmement importants. Et on peut imaginer que le PR2, prenant en compte le retour d'expérience de Flamanville, on va avoir des coûts de production d'électricité qui seront plus bas. Nous n'avons pas l'autonomie énergétique avec l'uranium. On prévoit que les mines d'uranium vont arriver à leur fin de ressources dans les années 2050. Le nucléaire a la caractéristique d'être une source d'énergie très concentrée. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup de réserves sur le territoire. Donc actuellement, sur le territoire français, nous avons 5 ans de réserve pour faire fonctionner l'entièreté du parc nucléaire. Orano, qui est l'entreprise française qui exploite des mines d'uranium un peu partout dans le monde, a 30 ans de réserve sur son carnet de commandes. Si jamais on est vraiment dans la panade, on peut toujours utiliser l'uranium appauvri qu'on a sur le territoire français et le réenrichir, ça demande un peu plus d'énergie parce qu'il est déjà appauvri, mais le réenrichir, ce qui nous donne 30 ans encore à peu près de réserve d'uranium enrichi à 3 à 4% pour faire fonctionner le parc de réacteurs actuels. Imaginons qu'on a la brillante idée de passer au nucléaire sur générateur de 4e génération. Là, l'uranium appauvri qu'on a sur notre territoire, c'est pas 30 ans d'énergie à disposition, c'est 2000 ans. Pour la France. Et dernier bonus, dans les réacteurs sur générateur notamment, nous avons la possibilité d'exploiter le thorium, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'uranium-238, et on estime qu'il y en a 2 à 3 fois plus sur Terre que l'uranium. Donc dire qu'on a des problèmes de ressources combustibles concernant le nucléaire, c'est pas admissible en fait, c'est pas vrai, c'est faux. En tout cas, ça nous fait quand même dépendre d'un certain nombre d'autres pays. Concernant la dépendance aux autres pays sur une technologie de réacteur nucléaire sur générateur de 4e génération, le combustible, nous l'avons déjà en France en fait, dans des entrepôts, l'uranium appauvri et le plutonium à Lagg. On n'a plus à aller chercher ailleurs. Ça répond même à la question des personnes qui sont sensibles à juste titre des conditions d'exploitation des mines d'uranium à travers le monde. On n'a même plus besoin d'aller chercher dans les autres pays. Concernant notre dépendance aux métaux, l'indépendance totale n'est pas possible, quel que soit le point industriel sur lequel on se fixe, parce qu'en France, nous avons très peu de ressources en métaux. Les ressources fossiles, le gaz, le charbon, le pétrole, mais aussi les énergies renouvelables ont besoin de métaux pour pouvoir construire leur infrastructure. Les énergies renouvelables, pas forcément pour les critiquer, mais elles sont d'autant plus sensibles que leur consommation de métaux par quantité d'électricité produite durant la vie d'une éolienne ou d'un panneau solaire est plus importante qu'un réacteur nucléaire. Brandir l'argument de la dépendance aux autres pays spécifiquement pour le nucléaire, c'est quand même se payer la tête du monde. C'est pas crédible de dire qu'on enfouit des déchets. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a oublié ce qu'il y avait dans les pyramides d'Égypte en 3000 ans. Les déchets, ils sont radioactifs, 100 000 ans. Et on va les mettre dans le sous-sol, mais qui s'en souviendra ? Ça suffit de dire que nous n'avons pas de solution concernant les déchets nucléaires. C'est faux. Il y a un consensus international sur la solution de l'enfouissement en couche géologique profonde et stable des déchets nucléaires, de moyenne activité à vie longue et d'autres activités. Typiquement les plus dangereux, ceux qui regroupent 99% de la radioactivité de tout ce qu'on peut comptabiliser comme déchets en France. Mais aujourd'hui, ce sont les déchets issus de la combustion de gaz, de pétrole, de charbon qui tuent tous les jours des personnes au travers des émissions de gaz à effet de serre et au travers des émissions de pollution atmosphérique. La gestion des déchets nucléaires tels qu'on a aujourd'hui, la neutralisation de tous les impacts que les déchets nucléaires peuvent avoir, c'est un exemple qu'il faudrait appliquer sur tous les impacts néfastes des activités humaines que nous pouvons avoir. L'EPR est un engin beaucoup trop compliqué, quasi inconstructible. Enfin, on en voit aujourd'hui
les difficultés. Donc, non, il y a un vrai problème de l'EPR. Monsieur Proglio nous fait là un bilan honnête de son ressenti vis-à-vis de ce qu'il a vécu. De là à dire, comme certains se sont amusés à dire, que c'est parce que l'EPR est quelque chose de très compliqué, quasiment inconstructible, en tirer la conclusion qu'il faut arrêter le nucléaire, c'est vraiment une démagogie incommensurable. On passe de la version EPR à EPR2. C'est pour tirer le retour d'expérience des conséquences et des complexités qu'on a eues sur la construction de l'EPR. La filière nucléaire montre là plutôt sa capacité à pouvoir se remettre en question et à évoluer plutôt qu'une fuite en avant où on va continuer à construire des réacteurs extrêmement complexes, extrêmement compliqués, etc. Fessenheim, je rappelle que c'était la première centrale tête de série, si je peux dire, avec des caractéristiques très particulières qui, du coup, au moment où on a été amené à arrêter réellement Fessenheim, avait rendu le processus irréversible, ne serait-ce que parce que le combustible utilisé par Fessenheim était très particulier. Madame Borne essaie de nous pondre une nouvelle justification vaseuse dont on n'avait pas entendu parler jusque-là pour justifier la grosse bêtise qu'a été de fermer Fessenheim, qui est que le combustible était spécifique aux 2 réacteurs de Fessenheim et n'est pas utilisé ailleurs. C'est bête mais c'est faux, hein. Le combustible utilisé sur Fessenheim est également un type de combustible qui est utilisé sur les réacteurs de Bugey. Comme on n'a pas fermé Bugey en parallèle, forcément on va devoir les produire, ces combustibles-là. Les différents types de réacteurs qu'on a, parce qu'on a quand même des 900 MW, des 1300 MW, des 1400 MW, on a des gestions où il y a du plutonium dans certains combustibles. Heureusement qu'on est capable de produire des assemblages combustibles différents, parce que sinon on serait quand même assez limité. Sur le Fukushima, on a menti à l'opinion publique en disant que Fukushima est un accident nucléaire. C'est faux. Madame, les chiffres sont brutaux. Savez-vous combien il y a eu de victimes à Fukushima ? 12 000. Du raz-de-marée. Combien y a-t-il eu de victimes ? C'est les rapports des Nations Unies. Par radiation, 1. Malheureux, je ne suis pas en train d'expliquer que 1. Ce qui s'est passé à Fukushima est quand même indéniablement un accident nucléaire. Un accident nucléaire certes provoqué par une catastrophe naturelle d'une exception incommensurable, mais qui a quand même, pour cette centrale-là, alors que d'autres centrales de l'île ont également été touchées par le tsunami, il n'y a pas eu de problème. Là, la particularité de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, c'est que ce tsunami-là a provoqué la fonte de 3 réacteurs des 6 qui composaient la centrale. Concernant les impacts radiologiques de l'accident nucléaire, M. Sarkozy a tout à fait raison, et il cite ses sources. L'instrumentalisation de la catastrophe naturelle qui a eu lieu à Fukushima et qui a fait énormément de morts due à la vague qui a ravagé des kilomètres de terre, pour l'associer à l'accident nucléaire qui, lui, n'a fait qu'un seul mort, c'est pas admissible en fait. Le nucléaire estimait en effet qu'il fallait 5 ans pour une procédure incontestable et permettre aussi à la centrale de fonctionner, car elle a fonctionné jusqu'à son terme. Elle ne s'est jamais arrêtée avant d'être elle-même fermée. Elle a continué à fournir de l'électricité dans des conditions de sécurité qui étaient totalement préservées. C'est incroyable. Nous avons un président de la République qui se défend d'avoir fermé un réacteur nucléaire en argumentant sur le fait qu'elle fonctionnait en toute sécurité jusqu'au bout, à 100%, avant sa fermeture. Enfin, bon. Si les 2 réacteurs de Fessenheim étaient si fonctionnels et sûrs que ça, d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire décrivait les 2 réacteurs comme étant les 2 les plus sûrs du tout le parc nucléaire, puisque c'était vraiment le cas. Alors pourquoi l'arrêter ? Le phénomène des corrosions et des fissures ne résulte pas d'un manque d'entretien, d'un sous-investissement, d'une défiance à l'égard de la filière, d'une insuffisance de personnel, mais s'explique par une conception même des centrales. Là, pour le coup, il faut être un peu plus mesuré. Monsieur Hollande n'a pas totalement tort. Oui, les problèmes de corrosion sous contrainte actuels proviennent d'un souci à la conception. Un souci qui n'était pas forcément identifiable à l'époque, de par les outils de mesure et de détection qui se sont améliorés avec le temps, mais c'est quand même lié à la conception. C'est pour ça que ça touche spécifiquement les réacteurs les plus récents. Cependant, affirmer que la désindustrialisation du pays, la perte de compétences n'a pas d'impact sur notre capacité à réparer ces soudures,
C'est totalement faux. Il ne faut pas croire que marteler pendant X années que le nucléaire c'est fini, il ne va plus y avoir d'investissement dans la filière et on va démanteler des réacteurs et on va plutôt dessouder que souder, n'a pas d'impact sur le fait de notre capacité à ressouder des tuyauteries quand on en a besoin. C'est pour ça qu'on est obligé de faire appel à des interventions étrangères pour le faire.